j'appelle Manuel Charpy à la tribune. Manuel est chargé de recherche au CNRS en histoire, rattaché au laboratoire IRIS à Lille. Ancien élève de l'ENS Cachan, il est l'auteur d'une thèse sur l'histoire de la consommation bourgeoise en France au XIXe siècle, intitulée « Le théâtre des objets, espace privé, culture matérielle et identité bourgeoise, Paris 1830-1914 », ouvrage qui devrait paraître prochainement chez Flammarion. Et il travaille aujourd'hui sur la constitution d'un marché international des objets exotiques au XIXe et au XXe siècle. Merci de l'invitation. Je voudrais essayer de poser la question du droit des objets à disposer d'eux-mêmes et des personnes aussi, à partir des intérieurs parisiens de la bourgeoisie, notamment du XIXe siècle, et donc depuis la question du patrimoine privé. Avec une double question, comment la nature d'objets singuliers, la question de la nature d'objets singuliers se pose au droit au cours du XIXe siècle, et on verra qu'elle se pose. Et puis comment des objets qui portent des histoires et des pratiques imposent à leurs propriétaires des manières de faire, d'être et de sentir. On l'aura compris, l'hypothèse étant qu'il y a des jeux de miroir entre l'espace privé et l'espace public, et notamment en particulier celui du musée. Première catégorie évidente d'objets pour lesquels cette question se pose, les souvenirs familiaux, ces objets inanimés qui manifestement ont une âme, c'est-à-dire toutes les traces de soi et des siens, donc les portraits, les moulages sur vif ou sur mort, mais aussi toutes les reliques, vous savez qu'elles sont très nombreuses au XIXe siècle, les tableaux de cheveux, les dents montées en bijoux, enfin tous ces objets extrêmement courants. Et je dis extrêmement courants et en même temps ils sont invisibles dans les archives, enfin dans une partie des archives. Ils sont très visibles dans les archives privées, très visibles dans les archives commerciales, mais quasiment, invisibles dans toutes les archives notariales, pour une raison que vous devinez, c'est qu'ils sont considérés comme des objets à part. Et je vais vous lire un petit extrait, ce sera ma seule citation un peu longue, de De Molombe, Traité des successions 1859. Il est un certain nombre d'objets qui, bien que n'ayant pas été exceptés par un texte spécial des règles ordinaires du partage, n'en sont pas moins placés en dehors de ces règles, soit par suite de leur caractère essentiel, ça reste à discuter, soit en vertu des traditions les plus anciennes, soit enfin en vertu de l'usage. Il ne faut pas trop étendre, sans doute, ces sortes d'exceptions, mais les portraits de famille, les portraits surtout des pères et des mères et des proches parents, nous ne saurions adhérer à une doctrine qui les assimile au reste du mobilier de la succession. Et il importerait peu, selon nous, que le portrait fût l'œuvre d'un grand maître. Il n'y a pas à en considérer le mérite ni la valeur, et on doit toujours le placer extra bona. Je pourrais multiplier les citations, multiplier aussi la question de toute la jurisprudence autour de ces questions-là, qui montre très clairement qu'on place ces objets à part et que la pratique est continuellement renouvelée, avec, vous l'avez compris, pas vraiment non plus de texte qui argumente clairement cette chose. Et on a des débats assez intéressants, j'ai pas le temps là en 10 minutes, mais autour des bijoux, par exemple, des bijoux de famille. Qu'est-ce qu'un bijou de famille? Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est une valeur? Et au XIXe siècle, on sait la valeur de l'argenterie et de l'or. Bref. Il est d'autres objets singuliers qui posent à peu près les mêmes questions. C'est évidemment tous les objets dont la valeur repose sur leur capacité à condenser de l'espace ou du temps, voire les deux. Et c'est le cas notamment des antiquités. Je ne reviens pas sur la construction du marché des antiquités au XIXe siècle, très clairement à partir des années 1830. Mais on peut juste signaler que ce marché se construisant, des institutions comme Drouot et les ventes aux enchères, Christie's, etc., vont prospérer sur ce marché parce que ce sont des lieux où se construit collectivement la valeur et des lieux d'authentification, ce qui me paraît assez central ici, à la fois par des experts et des commissaires-priseurs qui sont, pour dire les choses rapidement, des agents ministériels, en tout cas en France, devenus mondains, qui arrivent à combiner les deux. Et si la question de l'authenticité se pose dans ce marché, les questions de droit se posent aussi. Et à ma connaissance, le premier grand procès autour des antiquités se tient en 1858, autour des frères Rothschild, qui se sont fait escroquer, à qui on a vendu des aiguilles, des fausses aiguilles Renaissance. Et donc il y a un débat extrêmement intéressant sur la question de savoir à partir de quand l'objet devient faux. Est-ce que c'est la production? Est-ce que c'est le récit au moment de la vente? À quel stade, en gros, l'objet change de nature?
et change aussi de caractère. Le débat est assez drôle puisqu'on a un juge très âgé qui ne comprend pas vraiment les enjeux du débat et voilà, cette question de la patine et de tous ces signes d'authenticité n'est pas très clair. Ce qui est intéressant avec ces objets, c'est qu'ils appellent un soin particulier, c'est dit constamment, un entretien particulier, une restauration. Je reviens encore sur la patine. Grand débat à partir des années 1850, mais c'est vrai au Louvre comme c'est vrai dans le marché ordinaire, on va dire. La question de savoir si on doit restaurer la patine, qu'est-ce qu'on fait de cette patine, est-ce qu'on la garde, avec la question de savoir comment on sauve ces objets, mais aussi comment on ne les dénature pas en les sauvant. Peut-être que ça peut avoir des échos avec d'autres questions actuelles. Et du coup, la question est qu'est-ce qu'on a comme droit, quel est le droit moral, en quelque sorte, qu'on a, quelle est la propriété de ces objets? Les débats sont aussi récurrents autour de ça. Est-ce que c'est une propriété personnelle ou si on dit que ces objets ont une valeur historique ou ethnographique, est-ce qu'ils appartiennent à une histoire de l'humanité, pour citer les collectionneurs qui commentent leur propre collection? Et on trouve tout un tas de manuels, comme l'art de soigner les œuvres d'art, qui vont être en fait des manuels de décoration intérieure, mais qui proposent des soins particuliers pour ces objets. C'est la même chose avec tous les objets exotiques et ethnographiques, qui deviennent extrêmement courants, que ce soit des objets bretons, des huches, des rouets, etc., ou des objets on va dire de Polynésie ou du Brésil, peu importe, qu'on achète chez les marchands de curiosités. La question se pose aussi de leur statut. On pourrait y ajouter tous les restes humains qui sont très nombreux et qui circulent très largement dans les intérieurs parisiens. Il y a la question du marché, il y a la question de ces objets qu'on rapporte, puisqu'en gros, je fais court, mais à partir des années 1850, vous avez tous les voyageurs commerciaux qui rapportent ces objets. Puis, à partir des années 1880, enfin 1870 déjà, les militaires, puis ensuite tout le personnel de la colonisation, on va dire ça comme ça, qui rapporte quantité d'objets à Paris. Et là encore, la question du droit se pose, puisqu'en douane, on s'interroge sur comment catégoriser ces objets, comment les taxer, mais aussi donc comment les décrire. Et au passage, ça rejoint ce que disait Charlotte Guichard, les étiquettes de douane deviennent des sceaux d'authenticité, puisqu'ils attestent d'un transfert, puisque c'est bien le fait qu'ils soient arrachés à un horizon, à leur horizon, qui leur donne de la valeur. Et donc on a de nombreux débats sur comment décrire ces objets, comment les évaluer. Est-ce qu'on les évalue par exemple comme des collections de souvenirs d'un voyage, comme des objets ethnographiques ou comme des curiosités? Et à chaque fois, vous l'imaginez, ce n'est pas les mêmes implications en termes de valeur financière et culturelle. Et on peut ajouter que les blocages en douane sont très fréquents, au point que certains collectionneurs organisent des expositions dans les douanes. C'est le cas de l'Essert au Havre. Enfin, dernier point, pardon, j'ai tourné un peu vite. Avant-dernier point, c'est la question de la mise en scène de tous ces objets. Ces objets singuliers appellent une mise en scène dans les intérieurs particulières. Pour aller très vite, des objets qu'on doit montrer, exposer, et en général sans pouvoir les toucher, en tout cas pas n'importe qui. Et là, la place du verre dans ces expositions, enfin le fait de créer des espaces à part, me paraît très important. C'est vrai pour les souvenirs familiaux comme pour les antiquités ou les objets exotiques. Là, la vitrine, la cloche, le globe sont, à mon avis, des dispositifs extrêmement importants. Et puis, tous ces objets vont être sceaux-clés. On a parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure de légendes. Si on travaille sur les archives privées, même de modestes collectionneurs, on va légender les objets, on va faire graver des noms, graver des histoires, des légendes, des phrases sur les objets, avec l'idée de rendre ces objets éloquents. Tout ça s'explique, pour finir vraiment, quand on regarde les testaments, qui sont à mon avis un lieu assez important sur le statut des objets. Et là, bon, pour la bourgeoisie du 19e siècle, les testaments, on en a à foison, c'est pas une difficulté. Et on voit qu'en gros, les objets disposent d'eux-mêmes, mais surtout les objets servent à des personnes à disposer d'autres personnes. Puisque dans les testaments où les objets deviennent de plus en plus présents et de plus en plus distingués de la valeur financière, on détaille les destinataires, évidemment, mais on détaille l'histoire et le sens des objets. Voilà, une petite cuillère en argent, elle n'est pas en argent, c'est une petite cuillère qui a une histoire. Alors, je ne vais pas vous citer, mais on peut avoir 10 lignes sur l'histoire d'une petite cuillère en argent. Évidemment, ce sont des objets qui sont chiffrés, qui sont monogrammés, chiffrés, le plus souvent, donc qui portent des récits. Et puis, les testaments détaillent la manière dont on doit prendre soin de ces objets, donc les devoirs qui vont avec ces objets.
comment on doit les regarder, où est-ce qu'on devra les conserver, comment on devra en parler. Et je fais une parenthèse, on apprend aux enfants toutes ces pratiques, évidemment. Et dans les testaments, c'est très clair, ça accompagne avec les devoirs qu'impliquent les sépultures, où on précise où va l'argent pour l'entretien des sépultures, qui doit les prendre en charge, etc. Et enfin, je crois que ce qui est important avec à la fois ces objets et les testaments qui vont avec, c'est que ces testaments témoignent d'une grande confiance, pour conclure, dans la capacité des objets à imposer des choses aux héritiers, apporter une somatique, des manières d'être, apporter une culture, et notamment un rapport intime à l'histoire et au lointain. Et puis, l'idée aussi qu'ils imposent moralement quelque chose, un devoir de mémoire, c'est formulé comme ça dans pas mal de testaments, et avec l'idée que seuls seront héritiers légitimes ceux qui sauront, on a démarré la journée sur ça, ceux qui auront la sensibilité, mais aussi qui sauront prendre soin des objets. Donc l'idée très forte dans les testaments, c'est le propriétaire légitime, l'héritier légitime, et celui qui sait prendre soin des objets. Et je vais finir là-dessus, ça rejoint évidemment quantité de débats actuels autour du statut et du devenir de ces objets. Je vous remercie.